Bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici dans l'amphithéâtre Daniel Cohen au sein du campus Jourdan. Je suis Antoine Boziou, je suis le directeur de l'Institut des politiques publiques, l'IPP, centre de recherche porté par l'École d'économie de Paris et le Jeunesse, le groupe des écoles nationales d'économie et de statistique, dont le but est de produire de la recherche, de l'analyse sur les politiques publiques, faire de l'évaluation de ces politiques. Et aujourd'hui, nous sommes très très heureux, dans le cadre du lancement du pôle justice-police, c'est-à-dire de développer, l'objectif est de développer l'évaluation et l'analyse des politiques de justice et de sécurité intérieure. Et nous avons aujourd'hui, pour lancer ce pôle, réuni des intervenants que je remercie beaucoup pour animer cette table ronde. On va débattre de ce qui est possible de faire en termes d'évaluation. Et puis les chercheurs, chercheuses du pôle police-justice, Camille Aimé qui dirige ce pôle, et puis Aurélie Housse et Arnaud Philippe qui vont vous présenter au début de ce qu'on peut espérer finalement des travaux d'évaluation. Alors, un mot seulement pour dire pourquoi l'IPP s'est lancé dans ce domaine régalien, qui n'est pas un domaine finalement où les économistes sont d'habitude attendus, parce que l'objectif d'arriver à donner des éléments dans le débat public, pour essayer de juger les questions de dépenses publiques de la meilleure façon d'arriver à conduire des politiques publiques, on ne peut pas mettre de côté de l'importance de ces dépenses qui sont des objectifs très importants pour nos citoyens en termes de qualité, de bien-être, d'arriver à savoir la meilleure façon de l'organiser, ces politiques publiques. Et donc, au vu du fait que les données deviennent de plus en plus disponibles pour faire ces évaluations, que la recherche, et spécialement la recherche qui est faite dans d'autres pays similaires sur ces domaines-là, a progressé, il était temps, aujourd'hui en France, de faire un mouvement fort pour pouvoir développer l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la justice, dans le domaine de la sécurité intérieure. Alors je vais tout de suite laisser la place aux chercheurs pour qu'ils nous présentent ce qu'on peut espérer, quels apports peut-on avoir de l'évaluation des politiques dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc c'est moi qui revient à la charge d'ouvrir les interventions de chercheurs. Je suis Arnaud Philippe, je suis professeur à l'université de Bristol au Royaume-Uni. Et ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement ce qui est déjà fait à l'heure actuelle à l'aide de données qui sont des données d'administration publique. Et ce que je vais vous présenter ici est essentiellement issu de l'exploitation par moi ou mes collègues du casier judiciaire national qui est à l'heure actuelle exploité essentiellement par la sous-direction de la statistique et des études au sein du secrétariat général du ministère de la Justice. Je ne sais pas s'il y a des gens représentants de cette administration ici, mais qu'ils en soient remerciés s'ils sont là. Donc c'est à partir de leurs données qu'ont été faites les analyses que je vais vous présenter. Ici, on est dans le cas où des politiques publiques ont été mises en œuvre et où on peut ensuite, a posteriori, du point de vue des chercheurs, essayer d'en évaluer les impacts. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'effet des politiques publiques visant à dissuader la délinquance et la criminalité. Alors en fait, je vais assez peu parler de criminalité ici. Ces politiques publiques qui ont, dans leur grande majorité, vocation à dissuader des potentiels infracteurs. Et ces politiques publiques et ces modifications sont extrêmement nombreuses. Ici, ce que je vous ai représenté, c'est le nombre de modifications du code pénal, nombre de modifications visant soit en positif à augmenter les sanctions encourues, donc les peines maximales possibles pour un type de délit, ou à les diminuer en négatif. Ce que vous pouvez voir évidemment ici, c'est qu'il y a beaucoup plus d'augmentation que de diminution, ce qui ne surprendra probablement pas grand monde. Néanmoins, ces modifications ont dans leur ensemble extrêmement peu d'effets, voire pas d'effets du tout dans leur grande majorité, pour plusieurs raisons. La première raison est celle du ciblage, de la création ou de l'augmentation d'encourus qui, dans leur très très grande majorité, et c'est les barres grises claires que l'on retrouve ici, ciblent des délits qui ne sont pratiquement pas utilisés par les juridictions en pratique. Donc on va augmenter la peine maximale pour un type de délit qui est en réalité pas
ou très très peu utilisés par les juridictions, et donc on va avoir très peu d'effets pratiques, puisque c'est des contentieux qui n'existent virtuellement pas dans la sphère pénale. La deuxième raison est celle d'une déconnexion très importante dans le système français entre les peines maximales proposées par le code pénal, qui sont ici représentées par des petits ronds, et les peines effectivement prononcées par les juridictions, qui sont ici représentées par ces petites boîtes à moustaches qui vous donnent une idée de la distribution des sanctions pour ces types de contentieux. Alors, j'imagine que vous ne pouvez pas lire les petits titres en bas, qui sont les titres des principales catégories de délits punis en France sur la période d'analyse. À elles toutes, elles représentent à peu près 80% du contentieux traité par les juridictions françaises. Et comme vous pouvez le voir, dans leur totalité, en fait, les peines proposées par le code pénal, les peines maximales présentées dans le code pénal, ces petits ronds blancs, sont extrêmement loin des pratiques des juridictions en réalité. En moyenne, pour les délits, les peines prononcées par les juridictions représentent 8% du maximum qui est possible selon le code pénal. Alors dans la première note qu'on a publiée avec l'IPP, on faisait ensuite l'exercice de regarder ce qu'il se passerait si on punissait ne serait-ce que de la moitié de ces encourus les auteurs de délits en France. Si tel était le cas, on se retrouverait avec des taux d'incarcération qui seraient équivalents à ceux des États-Unis, et avec un poids de l'incarcération dans notre pays qui serait considérablement augmenté par rapport à ce qu'il est à l'heure actuelle. Pour les quelques cas où les délits où les modifications du code pénal vont effectivement cibler des délits qui sont utilisés par les juridictions, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucun effet. Donc ici, je vous ai représenté avant et après la modification du code pénal. On voit bien qu'on a un encouru, une peine maximale qui augmente de 2 à 3 ans en moyenne, et des peines qui, elles, et là on est en mois, qui, elles, restent parfaitement constantes entre avant et après. Ça rejoint cette idée que je présentais dans le graphe juste précédent, qui est que les encourus sont très nettement supérieurs à ce qui est prononcé par les juridictions. Donc en les augmentant, on ne change finalement rien aux contraintes des magistrats, puisque c'était déjà un maximum qui n'était pas contraignant pour eux, puisqu'il était très supérieur à ce qu'ils pensaient devoir prononcer pour ces types de contentieux. Néanmoins, il y a une politique qui tranche avec ces modifications ayant assez peu d'effet. C'est la loi de 2007, dite loi sur les peines planchers. Elle a un nom un peu plus long dans le texte à l'origine, qui est une loi dont vous vous souvenez peut-être, qui introduisait des sanctions minimum pour les récidivistes. Alors ici, il faut préciser, notamment pour ceux qui ne sont pas de ce monde-là a priori, que la notion de récidive au sens légal du terme est une notion très stricte. Il y a plusieurs cas de récidive, mais pour prendre la catégorie la plus large en volume, est considéré comme récidiviste un individu qui commet une infraction qu'il a déjà commise, pour laquelle il a déjà été condamné par le passé. Donc si vous faites un vol après un vol, vous êtes un récidiviste. Si vous faites un vol après un trafic de stupéfiants ou après une violence, vous êtes qualifié de réitérant. Et ça, ce comportement-là ne tombait pas sous le coup de la loi sur les peines planchers. Les planchers qui ont été définis pour les récidivistes sont extrêmement sévères par rapport à ce qui était prononcé à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle ils ont induit une augmentation très marquée des sanctions à l'encontre des récidivistes. Ici, ce qui est représenté, c'est une évolution au fil du temps autour de la loi. Donc la loi est symbolisée par cette barre verticale en pointillé. Et on peut voir que les peines de prison ferme prononcées à l'encontre des récidivistes ont considérablement augmenté après le passage de la loi, tandis que celles prononcées à l'encontre des réitérants ou des primo-délinquants n'ont, elles, pas évolué. Il est à noter que ce changement a été particulièrement périn, puisque même après l'abrogation de la loi sur les peines planchers en 2014, les sanctions à l'encontre des récidivistes sont restées au même niveau que ce qu'on observait lorsque la loi était en vigueur. Donc ici, on a un effet de cliquet qui aboutit à une augmentation très durable des sanctions. Et donc la question que je me suis posée dans ce cadre-là, c'était de savoir si cette augmentation très forte et très soudaine et très importante des sanctions à l'encontre des récidivistes avait abouti à un effet dissuasif, avait abouti à une diminution du nombre de personnes condamnées en état de récidive légale.
À court terme, c'est ce qui est représenté ici, ça n'a eu aucun effet sur les volumes. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le nombre de personnes condamnées en état de récidive légale, pour la ligne continue noire, en état de réitération ou primo-délinquant. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que les volumes sont extrêmement stables. On n'observe pas ce à quoi on se serait attendu dans le cas d'un effet dissuasif, ce qui aurait été une diminution du nombre de récidivistes après la loi, personne étant dissuadée par la crainte d'une augmentation, par la crainte d'une peine particulièrement sévère. Pour aller un peu plus loin, la question que je me suis posée ensuite était de savoir si cette absence d'effet à court terme pouvait être liée à une méconnaissance ou à une incompréhension de la loi, et si on pouvait voir que ceux qui avaient effectivement été sanctionnés dans le cadre des peines planchées avaient effectivement reçu une peine plus sévère parce qu'ils avaient été condamnés en état de récidive légale après le passage de la loi, avaient effectivement appris cette loi et s'y étaient pour partie adaptés. Afin de faire cette évaluation-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé des gens condamnés, enfin des gens ayant commis une récidive avant et après la loi, et j'ai comparé leur comportement après cette condamnation par rapport à celui des réitérants condamnés avant et après la loi. Si on fait ça, on peut observer à horizon 4 ans, donc dans les 4 années qui suivent leur condamnation, en état de réitération ou en état de récidive légale, dans quelle mesure ces individus ont effectivement appris cette loi et modifié leur comportement. Et c'est ce qui est présenté sur ce graphique-là, où ce qui est suivi, c'est le nombre d'infractions potentiellement ciblées par la loi, donc le nombre de nouvelles récidives, c'est ce que vous avez en noir, ici en tiré ou en continu, et le nombre de nouvelles infractions non ciblées par la loi, donc différentes des précédentes, ce qui est ce que vous avez en gris. Et ce qu'on peut observer ici, c'est un phénomène marquant, qui est le fait que les personnes qui ont effectivement été condamnées dans le cadre des peines planchées, donc les personnes qui étaient en état de récidive légale après la loi, ont commis moins de délits ciblés par la loi, c'est-à-dire qu'ils se sont d'une certaine manière adaptés à cette réforme, qu'on observe ici un petit effet dissuasif qui est relativement limité, qui est limité pour deux raisons. La première, c'est que c'est seulement le comportement ciblé par la loi qui a diminué, et si on observe pour ces mêmes récidivistes condamnés dans le cadre des peines planchées, leur probabilité de commettre un délit non ciblé par la loi, celle-ci reste constante. Donc ils ont bien spécifiquement adapté leur comportement à ce dispositif-là, et pas intégralement diminué leur probabilité de commettre un délit. C'est également limité parce que l'effet en lui-même est relativement faible, c'est-à-dire qu'on observe une diminution de 10 à 15% de leur comportement de deuxième récidive ou de troisième récidive, à mettre au regard avec l'augmentation très importante de l'incarcération en France qui est survenue à l'issue de la loi, enfin avec l'application de la loi sur les peines planchées. La dernière question qui a été abordée dans ce cadre est celle de savoir dans quelle mesure cette connaissance s'est diffusée auprès d'autres acteurs, et en particulier auprès d'autres personnes susceptibles de commettre des délits, et pour ça je me suis intéressé à 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est celui des co-accusés, c'est-à-dire que vous avez un primo-délinquant et un récidiviste qui sont condamnés dans le cadre de la même affaire. Le récidiviste va prendre une peine particulièrement sévère du fait de la loi sur les peines planchées, et on peut essayer de regarder si son co-accusé va lui aussi apprendre, lui aussi comprendre ce mécanisme de la loi, puisqu'il l'observe sur son compagnon. Le deuxième groupe qui m'a intéressé, c'est celui des anciens condamnés, les personnes avec qui un individu condamné en état de récidive légale avait déjà commis des délits par le passé. Et le troisième groupe, le plus nombreux en volume, est celui des personnes comparaissant le même jour, dans la même juridiction, mais pour des faits de même type, mais pas pour la même affaire. C'est-à-dire également pour violence, par exemple, si la personne est condamnée en état de récidive légale pour violence, mais pour une autre violence, une violence qui n'a pas de rapport avec celle-là. Ce qu'on observe dans ce cas-là, alors là j'ai remis l'effet principal, où on observe bien que les personnes condamnées en état de récidive légale, par la suite, font moins de délits ciblés par la loi et le même nombre de délits non ciblés par la loi. Ce qu'on observe, c'est le même effet pour les co-accusés, pour les co-condamnés, ceux qui vont pouvoir avoir observé leur collègues, si on peut s'exprimer ainsi, être punis très sévèrement du fait de la loi. Qu'en revanche, les anciens co-accusés ou les personnes qui sont juste témoins de ce mécanisme-là dans la cour, eux n'ont absolument pas réagi. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour la loi, puisque ça signifie que son apprentissage se diffuse extrêmement lentement, puisque les gros groupes sont principalement ceux des témoins, le nombre de co-accusés ou le nombre de co-condamnés étant relativement limité, et donc que le phénomène de diffusion de la connaissance de la loi se fait de manière extrêmement lente et laborieuse dans le cas de cette réforme-là. Voilà pour les
ce qui est contenu dans les 2 premières notes que nous avons publiées à l'IPP et qui constitue d'une certaine manière un regard rétrospectif sur des réformes qui ont été engagées sans qu'elles soient pensées en amont pour être nécessairement évaluées, et ce qu'on peut faire à partir de données, encore une fois, qui sont des données publiques produites par les administrations et de plus en plus fréquemment fournies aux chercheurs. Et je laisse la parole à Aurélie pour la suite. Merci. Très bien. Merci Arnaud. Donc moi je suis Aurélie Housse et je suis chercheuse à l'Université de Pennsylvanie. Et donc, le premier groupe de projets dont Arnaud a parlé a 2 particularités. Déjà, c'était des travaux sur la France, donc faits grâce à des données administratives françaises. Et ensuite, comme il a expliqué, bon, évidemment, c'est pas Arnaud qui a décidé des peines planchers. Aucun chercheur n'était impliqué dans la mise en place de cette politique. Et pourtant, grâce aux données administratives et grâce à différentes méthodologies qu'on appelle les expériences naturelles, Arnaud a pu tirer des leçons qui sont utiles plus généralement pour informer les politiques pénales. Alors moi, je vais vous parler d'un autre type d'étude qui n'a pas encore été menée à grande échelle en France, mais qui a été menée, pas vraiment à très grande échelle d'ailleurs, non plus dans le reste du monde, mais certains travaux qui sont plus des évaluations de programmes pilotes au service des politiques pénales. Et donc là, la grande différence, c'est qu'avant même de mettre en œuvre une politique, des administrations ou des politiques se mettent en partenariat avec des chercheurs pour essayer de savoir s'il y a une façon de mettre cette politique en œuvre qui apporterait des réponses à des questions d'évaluation de politique publique. Donc je vais vous donner à la fois des exemples de ce qui a été fait dans ce domaine, aux États-Unis principalement, et je vais aussi un peu expliquer quelles sont les choses à prendre en compte quand on veut mettre en place ce genre d'études. Donc, en matière de sécurité ou de justice, il n'y a pas forcément des expériences naturelles comme celles que Arnaud a pu exploiter dans le cadre de ce dont il a parlé sur les peines planchers. Et à la place, on peut être intéressé pour apprendre certaines choses, comment fonctionneront différentes politiques pénales. Mais dans ce cas-là, dans certaines circonstances, on peut tester certaines interventions à partir de pilotes. Cela dit, je vais juste commencer par dire que il y a évidemment des considérations à la fois éthiques et pratiques quand on veut faire ce genre d'études. Donc un exemple, la première chose qu'on prend en compte, c'est l'égalité devant la justice. On ne peut pas tout tester. Donc évidemment, si on veut savoir quel est l'effet de peine plus lourde sur la récidive, on ne va pas s'amuser à tirer au sort. Cette personne a une peine lourde, cette personne a une peine légère, et voilà. Donc il y a certaines questions auxquelles on ne répondra jamais avec ce genre de méthodologie. Ensuite, une seconde considération, c'est l'équité dans l'accès aux ressources. Donc, quand on fait ce genre d'études, on ne veut jamais rien enlever à quelqu'un, mais juste éventuellement ajouter certaines choses à certaines personnes. Et ensuite, on est conscient que les acteurs judiciaires, les policiers, les magistrats, les avocats, etc., sont vraiment ont beaucoup à faire. Et on essaie, dans la mesure du possible, en tant que chercheur, de ne pas rajouter des nouvelles contraintes quand on fait ce genre d'études, encore une fois, en partenariat avec les personnes concernées. Cela dit, il reste beaucoup de portes ouvertes, même quand on a ces 3 étoiles du Nord en perspective, pour répondre à des questions du genre quelle intervention est la plus efficace, pour qui ça marche le mieux, etc., quand on pense à innover ou bien étendre différentes politiques pénales. Donc je vais vous donner 3 exemples d'études qui ont été faites dans ce domaine. La première étude que j'ai menée aux États-Unis, c'était pour savoir comment inciter les prévenus à venir à leur procès. Bon, c'est un gros problème aux États-Unis. Environ 20% des personnes prévenues sont en détention provisoire aux États-Unis. Et en fait, l'autre outil qu'on a pour que les personnes viennent à leur procès, c'est des cautions financières. Donc beaucoup de personnes sont relâchés avant leur procès, mais on leur dit, si vous ne venez pas à votre procès, vous allez perdre plusieurs milliers de dollars. Voilà, donc c'est ça l'incitation qu'on a, en espérant que cette menace financière les incitera à venir à leur procès. Cependant, il est possible aussi que certaines personnes tout simplement oublient. Donc si elles oublient avoir une caution financière, ça ne va pas aider. Par contre, quelque chose qui peut aider, qui est fréquent dans beaucoup d'autres applications, c'est d'envoyer des SMS de rappel. Votre Doctolib vous envoie des SMS de rappel, voilà, pour que vous pensiez aller chez le dentiste. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec la police et les cours de New York pour tester l'efficacité de SMS de rappel. Donc, je vais vous décrire un peu quels étaient les SMS, le genre de questions qu'on a fait, et parler un peu des considérations pratiques au-delà des résultats qu'on a trouvés. Donc, on a testé différents types de SMS.
Certains étaient plus des SMS de planification. Donc, par exemple, rappel, rendez-vous au tribunal lundi 3 juin à 9h30. Notez la date sur votre calendrier et mettez une alarme sur votre téléphone. Versus des SMS qui donnaient plus les conséquences. Présentez-vous pour éviter un mandat d'arrêt. Donc, on avait plusieurs questions. Est-ce qu'un SMS marche et quel SMS fonctionne le plus ? Donc, considération pratique, comment envoyer des SMS à des personnes prévenues. Donc, la police de New York collectait les numéros de personnes en temps qui étaient arrêtées. Et l'administration des cours envoyait des SMS aléatoirement. Donc, je vais juste faire une pause ici en disant deux choses. Déjà, avant qu'on ne fasse l'étude, personne n'avait de SMS de rappel. Donc, juste pour vous rappeler, on n'enlève rien à personne. Là, on offre à certaines personnes ces SMS de rappel. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on a fait un partenariat avec la police et avec les cours. C'est pas nous les chercheurs on les a aidés pour faire la modalité d'études, mais c'était les cours de New York elles-mêmes qui envoyaient les SMS aux prévenus. Voilà. Et donc nous on faisait la partie évaluation. Eux-mêmes étaient intéressés, ils ont monté l'infrastructure et nous on a évalué. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc à gauche, c'est les personnes qui n'avaient pas reçu de SMS. 38% des personnes ont manqué leur date de procès. Ceux qui ont reçu, donc les personnes recevaient 3 SMS, parfois en mélangé conséquences et aide à la planification, que conséquences ou que planification. Ce qu'on peut voir, c'est que le plus efficace, en fait, c'était d'alterner. On a baissé de 26% les taux de personnes n'allant pas à leur procès. Voilà, donc on a fait cette première étude et à partir de cette étude, quelques notes. Déjà, je veux préciser que ce pilote était fait sur des infractions mineures. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on a commencé avec des choses, par exemple, ça fait toujours rigoler les Français quand je dis ça, mais une des infractions, c'était avoir de l'alcool dans la rue. C'est interdit à New York, donc c'était les personnes c'était ça, pour ça qu'ils devaient aller à leur procès. Donc voilà, on a commencé vraiment avec quelque chose de mineur. La raison étant que il voulait un peu une preuve de concept avant de pouvoir étendre ça à des infractions plus importantes. Et la deuxième chose, c'est que ayant fait ce pilote et ayant vu l'efficacité des SMS, ils ont élargi ça au-delà. Donc c'est à partir de cette étude qu'à la fois à New York et au-delà dans beaucoup d'États des États-Unis, maintenant il y a systématiquement des SMS de rappel qui ont été envoyés. Voilà, donc je suis allée un peu en détail dans cette étude pour parler vraiment de comment est-ce qu'on a mis en place ce partenariat. Je voulais donner 2 autres exemples de domaines dans lesquels il y a eu des études de ce genre-là, juste pour donner un peu une idée du panel de genres de politiques qui sont possibles de faire grâce à des études pilotes comme ça. Donc le deuxième domaine dont je voulais parler, c'était le rapport entre emploi et crime. Donc là, c'est 2 études qui ont été faites par d'autres chercheurs aux États-Unis qui portaient sur 2 aspects du rapport emploi et crime. Donc, encore une fois, plus en amont, est-ce qu'on peut prévenir le crime ou la récidive grâce à des politiques d'emploi ? Et donc, des études ont été menées sur 2 types de programmes. D'abord, du travail d'été pour les adolescents. Et donc, là, en l'occurrence, un des programmes, plusieurs ont été évalués, celui dont je vais vous parler, offrait du travail 5 jours par semaine et un mentor qui aidait des jeunes personnes à Chicago. Pour vous donner une idée, c'était sur 5 semaines, l'ordre de grandeur des coûts en dollars de nos jours, c'est $3 300 par personne. Et donc, c'est dans la ville de Chicago, il y avait 1634 candidats pour 700 postes que la ville pouvait financer cet été-là. Ensuite, une deuxième étude a considéré les emplois aidés à la sortie de prison. Donc là, c'est des personnes sortant de prison qui a travaillé 4 jours par semaine et avait des formations sur les aptitudes comportementales qui pourraient aider à maintenir un emploi. Donc des choses par exemple sur le comportement à obtenir, être à l'heure, comment s'habiller, comment parler, etc. Pour aider les personnes sortant de prison. Et là, il y avait 977 candidats pour 568 postes. Donc, dans les 2 cas, il y avait plus de candidats que de postes. Et donc, les institutions ont fait des partenariats avec des chercheurs pour dire, il y a plusieurs façons d'allouer ces postes. On pourrait faire passer des entretiens d'embauche à toutes ces personnes. Mais une autre façon de le faire, ça serait de tirer au sort aléatoirement qui est-ce qui va bénéficier de ces postes. C'est ce que les chercheurs ont fait. Et donc, on peut être sûr que quand on compare les taux de criminalité et d'emploi des personnes qui ont reçu versus pas reçu les postes, ça sera à cause de la participation dans ces postes et pas parce que c'est les candidats qui avaient le meilleur CV, par exemple, qui avaient eu accès à ces postes. Donc là, il y a des effets prometteurs du travail d'été. Donc là, on peut voir au début, jusqu'à la ligne pointillée, c'est la durée c'est quand la personne travaillait.
ce qui est représenté ici, c'est le nombre d'arrestations pour des crimes violents. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà une diminution, mais qui continue à progresser jusqu'à 16 mois après la participation dans le programme. Donc, les adolescents qui ont participé à ce programme, encore une fois, ils sont exactement en moyenne similaires à ceux qui n'ont pas participé. Ils font moins de crimes violents après avoir participé à ces travaux d'été. En revanche, le travail à la sortie de prison était beaucoup moins prometteur. Donc là, j'ai montré un seul graphique qui est le pourcentage de personnes qui sont employées. Donc en noir, c'est les personnes qui ont aléatoirement été invitées à participer au programme. Et en gris, c'est le groupe contrôle, ceux à qui on n'a pas offert d'emploi. Les résultats pour la récidive sont assez similaires. C'est-à-dire que tant que le programme durait, ça devait durer 1 an, les 3 premiers trimestres, ces personnes ont plus de chances d'être employées. Mais quand l'emploi disparaît, les taux d'emploi redevenaient similaires. Donc oui, il y a un effet à court terme, mais ça n'a pas été comme une marche pour aider à un emploi plus pérenne. Alors, je voulais terminer en parlant d'études pilotes sur la sécurité interne. Et là, je vais aller beaucoup plus vite, juste pour vous donner une idée, encore une fois, de qu'est-ce qui pourrait être fait, on espère, à venir en France. Bon, là aussi, évidemment, il y a des questions éthiques sur ce qui peut être testé. Donc, pour des questions, par exemple, qui arrêter ou pas, le nombre de policiers, c'est plutôt avec des méthodologies comme celle dont Arnaud a parlé, d'expérience naturelle, qu'on a des informations sur si ces politiques marchent. Et je serai contente après, pendant les questions, de répondre à des questions sur ça. Mais évidemment, on ne va pas tirer au sort qui va avoir combien de policiers, etc. En revanche, il y a beaucoup de questions autour du déploiement de nouvelles pratiques qui ont été testées. Donc, je vais donner quelques exemples. Alors, encore une fois, j'ai juste mis des oui, peut-être, non, ça ne marche pas. Donc, un exemple de quelque chose qui a marché à travers beaucoup d'études, encore une fois, grâce à des programmes pilotes, c'est l'éclairage urbain. Donc, mettre plus de lampadaires, les garder allumés plus longtemps, réduire le crime en extérieur. Donc, les caméras piétons, ça, c'est un peu mitigé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'introductions de caméras piétons et je sais que c'est aussi une discussion en cours en France. Alors, il y a eu des réductions dans certaines choses, en particulier des améliorations dans les rapports avec la police. En revanche, pas vraiment d'amélioration dans la diminution des violences policières, qui était une des grandes raisons aux États-Unis pour lesquelles ils avaient été déployés. Ensuite, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur différentes stratégies de formation de la police. Donc, des études qui essayent d'apprendre aux policiers des techniques de désescalade quand une situation s'aggrave. Ça, c'est pas très efficace. En revanche, il y a une étude récente qui étudie un programme pour aider les policiers à ralentir et envisager des situations sous un autre angle. Donc, par exemple, une personne me parle mal, pourquoi est-ce qu'elle dérespecte la police? Peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons. Apprendre aux policiers à ralentir avant de prendre une décision, ce genre de programme a eu des résultats plus prometteurs. Voilà, donc c'était un peu un panel de différents types de programmes pilotes qui ont été évalués, encore une fois, pas dans le cadre français, mais plutôt aux États-Unis. Donc, je vais terminer en passant à Camille, qui, elle, va parler d'une étude en cours en France, pour reboucler la boucle et revenir en France. Bonjour, je suis Camille Aimé, donc la directrice de ce nouveau pôle police-justice, parce que j'ai le privilège d'habiter à Paris, contrairement à mes collègues. Donc effectivement, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est un peu quelles sont les perspectives pour l'évaluation des politiques de sécurité intérieure et de justice en France. Donc, on a abordé déjà pas mal d'études de cas avec différents types de méthodes avec Arnaud et Aurélie qui, en filigrane, nous ont aussi montré quelles sont les conditions nécessaires pour mettre en place l'évaluation de politiques publiques. Et c'est ce que je vais essayer de reprendre à travers 2 cas concrets d'études qui sont en cours à des niveaux différents d'aboutissement, mais justement pour montrer quelles sont les conditions de réalisation de politiques, d'évaluation de politique en France. Donc, la première étude dont je voulais parler, c'est une étude qui est publiée, dont la note est sortie aujourd'hui, donc on ne pouvait pas ne pas en parler, qui a été écrite par Maëlle Stricot, qui est ici. Donc toutes les questions que vous pourriez avoir seront dirigées vers Maëlle, qui est une note sur le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, et qui met en avant des chiffres qu'on n'a pas forcément encore trop vus dans le débat public, et certains chiffres qu'on n'a pas vus du tout. Donc notamment, 86% des plaintes pour violences sexuelles et 72%, il y avait
des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Ça, ce sont des chiffres qu'on connaissait déjà. Ce qui est intéressant, c'est cette comparaison avec les autres types de violences qui nous montrent que finalement, pour d'autres types de violences, le classement sans suite est du même ordre de grandeur, 85%. En revanche, et ça c'est aussi une des nouveautés qui est mise en avant par la description très précise que Maëlle a pu réaliser, c'est que 57% des affaires de violences sexuelles qui sont classées pour des raisons d'infractions insuffisamment caractérisées. Ça veut dire manque de preuves, alors que pour d'autres types de violences, on est sur 33% d'infractions insuffisamment caractérisées. Donc, ce qui est intéressant avec cet exemple, donc il y a beaucoup d'autres chiffres et beaucoup d'autres perspectives, donc je vous invite fortement à lire la note. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de statistiques très précises, à partir de données, donc là ce sont des données du ministère, enfin issues encore une fois du ministère de la Justice, et des données sur les procédures pénales, comment est-ce qu'on peut décrire un phénomène. Donc là on est vraiment dans une analyse descriptive, et après voilà, Maëlle, dans le cadre de sa thèse, travaille sur comment comprendre pourquoi on a des chiffres aussi différents selon les différents types de délits. Et donc ça, c'est un peu l'étape suivante de ce travail descriptif qui est essentiel néanmoins pour éclairer le débat public. La deuxième étude dont je voudrais vous parler pour illustrer un peu l'importance et puis les difficultés parfois à mettre en place une bonne évaluation, c'est une étude qui vient de commencer, qui est vraiment en train de commencer, sur l'impact de la détention sur les trajectoires scolaires et professionnelles des mineurs qui ont connu une incarcération. Donc ça, c'est vraiment un travail très récent. Donc pour vous remettre un peu le contexte, c'est un contexte très spécifique. On parle de mineurs qui sont détenus. C'est environ 3000 mineurs détenus par an en France. Et à la date T, au 1er janvier 2024, on était autour de 740 mineurs détenus dans différents types d'établissements pénitentiaires. Il y a un certain nombre d'études sociologiques en France ou ethnographiques qui documentent les trajectoires de ces mineurs avant leur incarcération, donc qui documentent que ce sont des trajectoires de vie coupées, des trajectoires familiales difficiles, des changements de prise en charge judiciaire ou par différentes administrations, et qui mettent en avant voilà, comment on en arrive là. On a aussi tout un tas d'études sociologiques qui nous indiquent que les conditions de détention, qui appellent à la vigilance sur les conditions de détention, c'est une population adolescente très vulnérable à une période de la vie très difficile, de changements physiques, de changements d'importance de la sociabilité. Et donc, ces études mettent en avant des risques psychosociaux. Néanmoins, nous n'avons aucune information en France sur le devenir de ces mineurs lorsqu'ils sortent de l'institution de détention. Donc, c'est tout de même un point qu'on aimerait creuser, sur lequel on peut s'interroger, parce que la justice pénale des mineurs met l'accent sur l'éducation à visée de réinsertion. Et donc c'est essentiel, toutes les politiques qui sont mises en place, c'est dans cette visée de réinsertion et d'éducation des jeunes détenus. Donc il paraît essentiel de comprendre quelles sont leurs trajectoires, et pourtant on n'a pas d'informations là-dessus. Donc on va essayer de comprendre aussi pourquoi on ne sait pas trop ce que deviennent ces mineurs. Donc, le projet qu'on est en train de mener avec une équipe de l'IPP, c'est un projet donc, qui répond, il me semble, à une forte demande sociale, donc une demande qui est à la fois portée par le défenseur des droits, donc le défenseur des droits qui peut être saisi par les usagers des services publics, mais aussi par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est directement impliquée dans le suivi pénal et judiciaire des mineurs. Donc elle les suit, elle est partie prenante de ce suivi des mineurs, et donc cette institution a envie de mieux comprendre les trajectoires de ces mineurs pour mieux les accompagner. Et également, on a récemment eu un rapport de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes a un rôle important sur la mise en place d'évaluations qui disait, donc ça a été publié en juillet dernier, que 20 ans après la loi qui a créé les établissements pénitentiaires pour mineurs, donc dans la deuxième moitié des années 2000, ces établissements pénitentiaires pour mineurs et les centres éducatifs fermés sont insuffisamment évalués alors qu'ils mobilisent des moyens importants. Et ça, c'est tout l'objet aussi de l'évaluation des politiques publiques, c'est de dire il y a une demande sociale qui est importante de la part de la société civile, il y a aussi une demande finalement de comptabilité. Tout ça, c'est de l'argent public.
On le dit, ça coûte cher ces établissements pénitentiaires pour mineurs, plus cher que les quartiers pour mineurs dans les centres de détention pour adultes. Néanmoins, si on voit que ces mineurs qui sont détenus dans de meilleures conditions, parce qu'il y a plus de moyens qui sont mis sur eux, il y a plus d'encadrement, il y a plus d'enseignement, il y a plus d'éducateurs de la PJJ, si ça permet à ces jeunes de mieux se réinsérer, et bien dans ce cas-là, voilà, c'est un retour sur investissement. Donc c'est aussi important de comprendre cela. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé de faire dans ce projet avec les collègues? C'est de faire ce qu'on sait faire, hein, c'est de l'analyse quantitative sur des données administratives. Donc, on ne sait pas faire du terrain, on ne sait pas interroger les gens, ce n'est pas notre formation, ce n'est pas notre métier, il y a des gens qui le font déjà très bien. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il existe des données administratives très riches, et c'est ce qu'on a vu déjà avec les travaux d'Arnaud. Les données administratives françaises sont de très bonne qualité. Et donc, on voudrait pouvoir faire cette description détaillée des trajectoires post-détention, déjà, pour savoir ce que ces individus deviennent. Et dans un second temps, à plus long terme, mener des analyses causales. Donc, une première piste, ce serait regarder l'effet des différents types d'infrastructures, celles où il y a plus de moyens qui sont mis sur ces jeunes. Est-ce que ça a des impacts sur leur réinsertion ? Pourquoi est-ce que c'est difficile et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait auparavant? Le principal verrou méthodologique, c'est qu'on ne peut pas actuellement apparier les données, les informations qui sont issues de différents ministères. Il y a une logique en France de séparation des administrations publiques et même de séparation des directions au sein d'une même administration, au sein d'un même ministère, qui empêche l'administration publique, donc c'est probablement pour de très bonnes raisons historiques, qui empêche une administration de suivre ses ouailles une fois qu'elles sont dans un autre ministère. Donc notamment dans le cadre de nos mineurs détenus, lorsqu'une personne n'est plus suivie par le ministère de la Justice et qu'elle sort complètement de ses fichiers, le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire ou la direction de la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas la possibilité de savoir si ce mineur va à l'école, suit une formation, s'inscrit dans les missions locales, etc. Donc il y a très peu de possibilités de suivi de ces jeunes avec des données représentatives de l'ensemble de la population. Et donc c'est toute l'ambition de ce premier projet du pôle police-justice, c'est de travailler sur un appariement de ces données des différentes administrations, donc notamment pour d'une part suivre le parcours judiciaire et carcéral de ces mineurs. Donc ça, ce sont des données qui sont bien documentées par les différentes administrations du ministère de la Justice, et essayer de retrouver ces jeunes dans leur parcours scolaire, savoir s'ils ont passé des diplômes grâce aux données du ministère de l'Éducation nationale, et d'autre part, essayer de les suivre dans les données qui sont gérées par le ministère du Travail, donc pour savoir s'ils sont inscrits dans les missions locales, s'ils suivent des formations professionnelles ou s'ils sont en emploi. Ça, c'est une possibilité, donc je le disais, il y a cette notion de séparation des administrations, c'est une possibilité qui est néanmoins ouverte aux chercheurs et donc qu'on peut mettre en place sous couvert de conventions de protection de données, évidemment. Et donc tout ça, ça implique une collaboration extrêmement étroite avec l'ensemble des services statistiques des différents ministères. Donc on a un représentant ici, Malik Koubi, avec qui on travaille très étroitement en ce moment pour essayer de mettre en place ces appariements. C'est un travail qui est très complexe pour les administrations, qu'on sollicite beaucoup et qu'on remercie du coup. Et c'est aussi une façon de souligner cette importance du temps long. C'est un investissement que nous, chercheurs, on peut se permettre de payer parce que c'est notre métier et que les administrations n'ont pas toujours le temps de faire. Donc, quelles leçons on peut tirer de ces projets? Donc, à la fois le projet de Maëlle sur les violences faites aux femmes et à la fois ce projet sur les mineurs détenus. Pourquoi faire de l'évaluation de politique de sécurité intérieure et de justice? On l'a vu, cette évaluation répond à une demande sociale. Donc, quels sont les effets des politiques existantes? Donc voilà, la mise en place d'établissements spécifiques pour les mineurs détenus, les politiques de sécurité intérieure pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. On peut envisager
pas mal de politiques à évaluer. Et pourquoi? Pour essayer de voir est-ce qu'elles sont efficaces avec le coût qu'on y met, est-ce qu'elles sont efficaces, et sinon, est-ce qu'il y aurait une autre façon de dépenser cet argent de façon plus efficace? Et donc ça, c'est la question de quelle sorte de politique on peut mettre en place, donc soit avec des évaluations ex ante, des programmes pilotes, et on peut réfléchir à tout un tas de politiques sur les thématiques portées par Maëlle, comment faire en sorte que l'accueil des victimes pour violences sexuelles soit amélioré, ou est-ce qu'on peut évaluer les programmes de formation des officiers qui sont déjà mis en place. Et donc les conditions nécessaires, donc ça a été déjà rappelé par mes collègues, et puis je l'ai redit, je crois, assez, mais il y a déjà une condition qui donc nécessaire, mais pas suffisante, hein, évidemment. Mais l'existence, et ça on le sait, elles sont là, les données administratives françaises, on l'a répété, elles sont de très bonne qualité, elles sont là, et accès à ces données de qualité, donc comment renforcer l'accès des chercheurs aux données administratives et puis à ces appareillements. Et deuxièmement, il faut mettre en place une collaboration entre l'administration et les chercheurs. Et ça, c'est essentiel, non seulement pour avoir accès aux données, évidemment, mais aussi parce que les administrations, elles ont accès à la connaissance fine du terrain, à la connaissance fine de ce qu'il y a derrière ces données, comment elles ont été construites, d'où est-ce qu'elles viennent. Et ça, on en a besoin pour bien les interpréter et bien les utiliser. Et nous, de notre côté, pour nous, ce qu'on a, c'est le temps long, la stabilité des équipes de recherche. On n'est pas forcément soumis à des contraintes de changement, de politique, etc. Donc on peut avancer sur ces sujets de fond. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre attention. Bon, je passe tout de suite à... Donc peut-être... Ce que j'aurais dû dire, c'est que pour parler de toutes ces questions, donc on a décidé de faire venir aujourd'hui 4 personnes qui représentent un peu ces différents aspects. Donc sur la question de la réponse à la demande sociale, on a décidé de faire venir Madame Céline Pic, qui est présidente de la commission violences faites aux femmes au Haut Conseil à l'égalité, et représentante d'Oser le féminisme, et donc qui représente la société civile et la demande peut-être de la société civile pour l'évaluation. On a décidé aussi d'inviter Madame Nathalie Casas, Madame la présidente de la 2e section de la 4e chambre de la Cour des comptes, en charge des questions de justice, d'affaires étrangères, des services du Premier ministre et de la présidence de la République, si je ne me suis pas trompée. Et pour la question de l'accès aux données, la collaboration avec les administrations, nous avons invité Monsieur Laurent Ridel, le directeur de l'administration pénitentiaire, et Monsieur Aurélien Poissonnier, qui est le chef du bureau des études et statistiques territoriales de la délinquance et de l'accueil du public au service statistique du ministère de l'Intérieur, pour la sécurité intérieure. Donc je vous remercie d'être venus, et puis je vous invite à prendre place pour la table ronde. Merci beaucoup.